Est-ce vrai que Donald Trump est en train de perdre? Même Fox News l'a dit. Est-il vrai que les États-Unis se sont rendus à la Russie? Est-il vrai que les démocrates gagnent en puissance et qu'il y a de plus en plus de citoyens? Les États-Unis veulent-ils amnistier 20 millions d'immigrés clandestins qui vivent illégalement aux États-Unis? Est-il vrai que les Européens protégeront l'Ukraine même sans les États-Unis? Est-il vrai que la Russie est sur le point de s'effondrer et que l'Ukraine et l'armée ukrainienne chasseront tous les envahisseurs de leur territoire et obtiendront des réparations? Personnellement, de Vladimir Poutine, la réponse à toutes ces questions était très simple. Non, ce n'est pas vrai. Et maintenant, plongeons dans les détails. J'entendais tout le temps de la part des frères démocrates et de la troupe de bouffons russophones que Trump perdait en popularité chaque jour, chaque heure. En général, il y a beaucoup d'informations contradictoires, je dirais, dans les médias. Mais ce que je veux vous dire, avant de plonger là-dedans, c'est quoi? Aux États-Unis du XXIe siècle et de la seconde moitié du XXe siècle, la popularité d'un candidat d'un parti ne différait pas beaucoup de celle d'un autre candidat d'un autre parti, respectivement. Donc, l'écart le plus important dont je me souvienne personnellement, c'était lorsque Ronald Reagan, en se présentant pour un second mandat, a battu Mondale avec une avance de 58 à 40, c'est-à-dire qu'il y avait 18% de différence. Cependant, en moyenne, l'écart varie parfois entre 4, 5, 10, au maximum 9%. Oui, c'est normal si je puis dire, excusez-moi. L'écart varie. 51 contre 48 parfois plus, 50 contre 46 parfois moins. Donc quand le président sortant, si je puis dire, a déjà 50% avant même les élections, cela signifie un écart sérieux, probablement de 3 à 4 points et une victoire très importante aux prochaines élections. Sachant que 35% votent toujours pour les démocrates et environ 32% votent toujours pour les républicains. Ceux qui décident dans les élections, ce sont ceux qu'on appelle les indépendants aux États-Unis. C'est-à-dire que cela signifie simplement qu'ils n'ont pas décidé à l'avance pour lequel des deux grands partis ils vont voter. Comme vous le savez, aux États-Unis, on peut perdre une élection même en ayant obtenu 1,5 à 2% de voix en plus. C'est à cause de notre système électoral, un système génial. Voilà. Mais quand l'écart dépasse 2%, eh bien, il n'y a jamais 100%, mais une victoire presque assurée pour le candidat. Le New York Times, un journal qui a défendu les démocrates pendant des années, vient de publier la nécrologie politique la plus dévastatrice de l'histoire américaine. Et non, il ne s'agit pas d'une personne, mais d'un parti politique tout entier. Nous nous intéressons à Donald Trump. Que se passe-t-il? La Russie, l'Ukraine, la moitié de l'Europe sont horrifiés de par le fait que Donald Trump s'est soumis à Vladimir Poutine, montrant ainsi qu'il est une marionnette de Poutine. Certains racontent que les Marines américains rampaient à genoux devant Vladimir Poutine, déroulant un tapis rouge pour lui. D'autres disent que Donald Trump se tenait docilement debout, attendant que Poutine daigne s'approcher de lui sur ce même tapis rouge ou un autre. D'autres encore analysent le fait que Donald Trump a tendu la main à Vladimir Poutine, paume vers le haut, c'est-à-dire le dos de la main vers le bas, et que Poutine a recouvert sa main par-dessus. Ils disent clairement en montrant qui est le mâle et qui, excusez-moi, est la femelle. Certains humanoïdes russophones, en faisant des clins d'œil et des grimaces, nous ont raconté que Donald Trump a satisfait Vladimir Poutine. Puis ces mêmes personnes affirmaient sans un main que c'était un sosie, pas Vladimir Poutine, et que Donald Trump l'avait compris. Et c'est pourquoi il a annulé le déjeuner et s'est envolé, interrompant la réunion. Oui, ils disent beaucoup de choses. Je pense qu'ils font simplement en sorte d'attirer des spectateurs crédules et de leur faire croire qu'ils racontent de quelque chose d'incroyablement important, d'historique. Et maintenant, eh bien, il va se passer quelque chose comme ils le prédisent là-bas. Donc Trump est face contre terre dans une flaque dans cette même boue.
Comment le public américain voit-il cela? Parce qu'il met les présidents en place chez nous en Amérique, et elle peut aussi les destituer. Fraisse. Après un triomphe diplomatique étonnant avec le président de la Russie, Vladimir Poutine, la cote de popularité du président Trump a grimpé en flèche. Insider Advantage, l'un des instituts de sondage les plus précis lors des élections de 2024, affiche actuellement un taux d'approbation de Trump à 54% et pour que vous ne manquiez rien. Les commentateurs américains racontent que l'Amérique a beaucoup aimé la façon dont Trump a rencontré Poutine en Alaska. Cela montre comment le camp de Trump a été autorisé. Astrotassi fait cela aussi. Il s'avère que c'est plutôt évident, savoureux, piégé au contraire. Donc après l'Alaska, un sondage auprès de la population a montré que la cote de popularité de Trump a encore augmenté et a déjà atteint 54%. Eh bien, pour que ce soit clair, donc, contre 44, ça ne fait pas toujours 100 au total. C'est-à-dire que l'écart entre lui et les démocrates est actuellement énorme. Mais rien, absolument rien n'aurait pu préparer les démocrates au rapport sensationnel que vient de publier le journal New York Times. Ils appellent cela une crise d'inscription des électeurs démocrates. Tous les partis essaient de convaincre, surtout la jeune génération, de s'inscrire. Tu peux t'inscrire, non, c'est ton choix personnel, en fait, oui. Mais cela veut dire que lorsque tu attires quelqu'un dans ton parti au départ, ensuite, eh bien, il est difficile de changer, disons. Oui, tu te fais des amis, on te teint, on te lave le cerveau, on t'envoûte là-bas, pour ainsi dire. Et en fait, tu restes dans cet environnement ayant déjà des amis, etc. Tous les ennemis étaient des aînés. Là-bas, de l'autre côté, tu t'y es retrouvé pendant des années. Mais néanmoins, quand un parti fait quelque chose qui ne plaît vraiment pas au peuple, le peuple commence à s'en éloigner et à s'en désintéresser. Eh bien, comme nous faisons là-bas, si ça ne plaît pas, sur YouTube, quelqu'un est parti s'est désabonné. Oui, on peut simplement ne pas regarder ou on peut se désabonner. Se désabonner, c'est déjà un acte en soi. Voilà, quand les gens partent, ce n'est pas juste pendant qu'ils aillent au diable, on les a oubliés, mais quand ils vont se désabonner, là c'est mauvais. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont allés dans un autre grand parti, mais ils quittent celui-ci et, en général, ils n'y reviennent plus. Je veux que cela vous touche. La propre machine de propagande des démocrates n'a jamais rencontré un problème de gauche qu'elle n'a pas défendu sans honte. Le New York Times vient tout juste de reconnaître que les démocrates, selon eux, je cite, perdent des électeurs et font face à un exode massif du Parti démocrate. Donald Trump est aujourd'hui plus populaire que jamais. Ainsi, les militants d'extrême gauche déguisés en journalistes du New York Times tirent la sonnette d'alarme. Les démocrates doivent faire quelque chose pour stopper cette fuite d'électeurs, sinon ils cesseront littéralement d'exister en tant que parti. Pour souligner cela encore une fois, cela vient du New York Times. En réalité, je ne veux absolument pas qu'il ne reste qu'un seul parti aux États-Unis, quel qu'il soit. Mais le Parti démocrate d'aujourd'hui, ce sont soit des idiots finis qui ne font que répéter des slogans qu'on leur crie, soit des salauds ignobles et répugnants. Disons par exemple, oui, des escrocs, appelons-les ainsi, oui, qui savent ce qu'ils font et qui pourtant mentent. Ou alors des personnes mentalement pas très saines. Parce que c'est devenu aujourd'hui un parti comme Somol Fasciste, une organisation qui présente déjà aux élections municipales de grandes villes des candidats tout simplement fascistes, des candidats ouvertement fascistes. Mais il faut un deuxième parti parce que tout est organisé chez nous comme un système bipartite et on aimerait que ce parti soit aussi le deuxième. Mais aussi à propos du libre marché, du capitalisme et en quelque sorte de la lutte. La lutte portée sur la manière de mieux le construire, de cette façon ou d'une autre.
Voici comment assurer un meilleur avenir à nos enfants, sans leur bourrer le crâne avec ces mêmes mensonges socialistes enjolivés. Ils ont découvert que parmi les 30 États qui suivaient l'inscription des électeurs par parti, les démocrates ont perdu du terrain au profit des républicains dans chacun de ces États. Pas quelques-uns, pas la majorité, mais bien les 30 États. Le départ des démocrates est absolument choquant. 4 à 5 millions d'électeurs. Au cours des 4 dernières années, les démocrates ont perdu 2,1 millions d'électeurs inscrits, tandis que les républicains en ont gagné 2,4 millions. Autrement dit, 2,1 millions de membres du parti ont quitté les démocrates, tandis que les rangs des républicains se sont renforcés de 2,4 millions de personnes. Rédacteur. Seulement 20, je veux dire, regardez ça. Seulement 29% des hommes blancs de la génération Z sont inscrits comme démocrates. C'est une baisse par rapport à la moyenne de 50% il y a seulement quelques années. En 2018, les démocrates ont attiré près de 70% des nouveaux électeurs de moins de 45 ans qui se sont inscrits dans les grands partis. En 2024, ces 70% sont tombés à seulement 48%. Les républicains sont passés d'environ un tiers des nouveaux électeurs inscrits de moins de 45 ans à une majorité absolue en seulement 6 ans. Les démocrates, vous devez en prendre conscience. Les démocrates ne font pas seulement face à une crise d'inscription des électeurs, ils sont confrontés à une restructuration générationnelle qui façonnera l'électorat pour des décennies. Et ce n'est pas seulement que peu de gens rejoignent désormais le Parti démocrate. Il y a eu un mouvement tectonique. C'est un séisme politique. J'ignore totalement quel est le maximum là-bas. 7, 5 ou 11 points. Les jeunes, noirs et latinos. Les membres des syndicats ont cessé de s'inscrire automatiquement et de voter pour le Parti démocrate. Ils sont des millions à ne pas simplement rejoindre le Parti républicain, mais à rejoindre Donald Trump. Ils veulent être dans son camp. Là où il est, ils sont aussi. Depuis l'époque de Roosevelt, je parle de Franklin Delano Roosevelt. Bien sûr, le Parti démocrate se présente comme le défenseur des travailleurs contre la bourgeoisie, des minorités nationales contre la domination, des femmes contre l'oppression des hommes blancs, des jeunes contre l'exclusion des décisions importantes. Comment se fait-il que soudainement, Trump fasse plus pour les travailleurs américains que le Parti démocrate ? D'ailleurs, je dirais que c'est exactement ce que fait Trump. Et eux, cela fait déjà des années qu'ils répètent la même chose, que le politicien Trump ouvre la voiture à la jeunesse, qu'il n'y a pas d'invasion de travailleurs étrangers bon marché, qui en réalité prennent leurs emplois peu qualifiés, pas pour des centimes peut-être, mais pour des salaires bien inférieurs à ce que les Américains peuvent obtenir. Pour ainsi dire, pour eux-mêmes, pour leur souffler la réponse. Cette jeunesse, les minorités nationales et les syndiqués perdent leur emploi et doivent recourir à l'aide de l'État, alors qu'ils pourraient simplement travailler. Il s'est avéré que les démocrates ont trompé le peuple pendant 70 ans, et cela n'a pas plu au peuple. L'année prochaine auront lieu des élections de mi-mandat. Une partie du Sénat, du Congrès et plusieurs gouverneurs seront élus. D'habitude, à ce moment-là, les démocrates comptent parmi les électeurs, inscrits environ 5 à 7% de personnes en plus que les républicains. Habituellement, le parti du président perd des sièges après 2 ans, quel que soit le vainqueur. On estime entre 5 et 30 sièges, donc c'est stable. Cela se produit à chaque fois. Il me semble que, je ne me souviens même pas, il me semble qu'une seule fois cela ne s'est pas produit, mais pour le reste, je ne vais pas mentir. En moyenne, ils perdent 5 à 30 sièges. Ils ont gagné la présidence. 2 ans plus tard, ils ont changé de sujet. Je croyais qu'ils voulaient autre chose, et il va voter contre eux. Mais c'est habituel, mesdames et messieurs. Maintenant, les républicains auront 1 à 2% de membres en plus dans le parti. C'est-à-dire que c'est encore un tremblement de terre. Si les républicains ne perdent que moins de 5 sièges au Congrès, ils seront heureux de considérer cela comme une énorme victoire. Mais moi je pense,
Et d'ailleurs, Trump aussi pense que, même si le recul du parti qui a remporté la présidence arrive toujours, peut-être qu'avec Trump 47, peut-être que ça ne marchera pas à suivre. Ce sera justement l'inverse qui marchera. Ils ajouteront aussi des sièges au Congrès et au Sénat. Chez les républicains. Une autre chose intéressante, ce qu'ils nomment advantage, un avantage. En fait, on regarde toujours comment vont les donations, c'est-à-dire comment les gens font des dons au parti. En général, il s'agit surtout de petites sommes, même si parfois une personne donne plus d'argent. Et selon le montant d'argent dans la caisse du parti, non dépensé avant le début des élections. On dit que ceux-là ont bien plus de soutien, car davantage de gens veulent les aider à gagner. Alors, les républicains ont déjà 84 millions dans leur portefeuille aujourd'hui, tandis que les démocrates en ont 13. Et d'habitude, c'est le contraire. Si l'effondrement absolu et total du Parti démocrate a lieu, ce qui se passe en ce moment même, et vous pouvez le voir à travers les liquidités, c'est un excellent indicateur de quel parti détient le pouvoir culturel. Aucun chef d'entreprise, de gauche ou de droite, ne souhaite investir dans une affaire vouée à l'échec. Après que Kamala Harris ait dépensé 2 milliards de dollars, Kamala et ses complices, on ne peut pas les appeler autrement, ont fait disparaître quelque part les 2 milliards de dollars qui lui ont été envoyés. D'ailleurs, principalement à partir de l'argent volé chez nous, de fonds cachés. En réalité, les donateurs se sont essoufflés. Eh bien, disons tout d'abord, avec un tel avantage, perdre comme ça, échouer comme ça, tout voler, tout faire comme ça, à quoi bon donner quoi que ce soit ? Et en plus, Trump a maintenant une cote monstrueuse de 54%, c'est une cote énorme. Et les donateurs se sont essoufflés. Eh bien, que puis-je dire ? Trump essaie de changer le système de vote, en plus en Amérique, et d'annuler le droit de voter par correspondance. À l'époque, cela avait été ouvertement poursuivi, pour faire des falsifications et tromper. Lors des élections aux États-Unis, mais il y a encore une chose qui est même meilleure. Arrêter le vote par correspondance, c'est une fraude totale sans limite. Adoptez les bulletins papier avant qu'il ne soit trop tard. 10 fois moins cher, plus rapide et fiable. Si nous faisons ces deux choses, nous gagnerons 100 sièges de plus. Et la tricherie en politique prendra fin, la partie sera terminée. il est temps d'organiser des élections honnêtes aux États-Unis et de faire preuve d'intégrité. C'est incroyable, vraiment, ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ce pays. Je suis arrivé au lieu de vote, j'ai attendu en file pendant une demi-heure, 1 heure, voire 1h30. Rien. Cela arrive tous les 2 ou 4 ans, ainsi de suite. J'ai reçu le bulletin après vérification de ma pièce d'identité avec la liste et ton visage. Après cela, j'ai reçu le bulletin, je l'ai coché, pour ainsi dire, comme il fallait, je l'ai mis dans l'urne. L'urne est gardée, puis ils l'emmènent au centre et elle est surveillée par des représentants des 2 partis, ou une autre personne qui le souhaite. Là-bas, ils l'ouvrent au centre, 4e. Ils comptent, rédigent un rapport, et toutes les parties, pour ainsi dire, signent tout. Ensuite, ils prennent des copies pour eux-mêmes, afin que chacun ait tout en main. Mais les démocrates savent que si cela se passe ainsi, ils n'auront aucune chance de gagner. Aucun concours. On l'appelle Victor Davis Hanson. Donc ici nous avons Victor Davis Hanson, Victor Davis Hanson. C'est l'une de mes voix préférées sur Internet. Je vous recommande vivement de vous abonner à sa chaîne. Donc Victor Davis Hanson, comme je l'ai déjà dit, c'est ainsi qu'on l'appelle, je l'ai déjà expliqué. Dans l'interview, il a expliqué son opinion sur la rencontre Trump-Poutine, sur la rencontre de Trump avec l'Europe et sur l'Ukraine. Vidéo. Eh bien, vous savez, tout le monde était en colère. J'avais des collègues à Hoover et d'autres personnes qui disaient que Donald Trump avait été dupé par Poutine. Et nous disions qu'il fallait parler même avec les pires monstres. Et Poutine, aussi monstrueux soit-il, n'est pas dans la même catégorie que l'oncle Joe, comme Franklin Delano Roosevelt appelait Iosif Staline ou Mao Zedong, que Nixon courtisait et pour qui il s'est envolé à Pékin,
Donc, ils pensaient qu'ils avaient une histoire selon laquelle Donald Trump allait conclure un accord avec Poutine et laisser Zelensky et les Européens sur place. Et puis, il a eu une interview, plus tard dans la soirée, avec Sean Hannity, où il parlait d'un échange de territoire qui, comme je le sais, doit avoir lieu. Ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils ont appelé les Européens et ont dit « Venez ici, nous voulons vous consulter ». C'est une tentative occidentale de négocier avec Poutine. Nous avons besoin de votre avis. Nous ne pouvons pas inviter tout le monde au sommet. Mais peut-être que je peux servir de médiateur et les réunir dans une même pièce, mais nous devons être sur la même longueur d'onde. Alors, Volodymyr Zelensky est arrivé et il portait un costume, une sorte de costume, c'était une sorte de costume postmoderne. Et puis tous ces sets-là. J'ai aimé que Giorgia Meloni soit à sa gauche et je pense que c'était sur invitation. Je suppose qu'Emmanuel Macron s'est arrangé pour se retrouver à sa droite, mais Donald Trump a organisé cela. Je veux dire, c'était Emmanuel. Oui, tu sais, c'était comme à la conférence de l'OTAN, papa. En réalité, il n'était là que pour une raison. Ils ont dit que sans le soutien des États-Unis, cela ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire que les Européens disent à la Russie « Nous ne pouvons rien faire nous-mêmes, nous n'avons ni armée, ni argent, ni le courage d'entrer en conflit avec la Russie, à moins que les États-Unis ne nous soutiennent. » Et il vaudrait mieux que les États-Unis soient devant, derrière, au-dessus et sur les côtés. Il me semble qu'il y a 550 millions d'habitants en Europe, 350 millions aux États-Unis et 110 ou 140 millions en Russie. Là-bas, il est clair qu'ils exagèrent en tout le temps, mais je ne sais pas exactement. L'économie européenne est au moins 10 fois plus puissante que celle de la Russie. Mais le mépris criminel de l'Europe de l'Ouest pour la protection et la défense de ses terres et de sa population a conduit au fait qu'ils n'ont ni armes ni production. Ils ne peuvent pas assurer leur propre protection militaire. Et il n'y a pas non plus d'argent pour acheter des armes et former des soldats. Parce qu'ils faisaient semblant d'être socialistes, prônaient l'égalité, la fraternité et ont gaspillé tout ce qu'ils avaient en prix aux producteurs, sans jamais s'oublier eux-mêmes. Évidemment, pour s'assurer des voix aux élections. Je pense... L'Occident dira, nous voulons simplement tout geler tel que c'est. Vous pouvez institutionnaliser tout à l'est de chez vous. Zelensky ne peut pas céder de territoire, donc il ne reconnaîtra pas officiellement la Crimée, le Donbass et le territoire à l'ouest que vous occupez actuellement. Mais personne d'autre ne va se plaindre, donc vous pouvez dire qu'ils font partie de la Russie. Et ensuite, les négociations commenceront le long de cette zone démilitarisée, et je pense, moi, que les Européens sont satisfaits, parce que cela signifie que, premièrement, les États-Unis soutiendront l'Ukraine. Donc, si Poutine envahit l'Ukraine pour la 4e fois, il l'a fait sous Bush, il l'a fait sous Obama, il l'a fait sous Biden. Je ne devrais pas dire que sous Bush, il a envahi l'Ukraine. Il a envahi l'Ossétie en Géorgie en 2008. S'il franchit ses frontières une 4e fois, le United States Air Force l'attendra et les Européens seront protégés par une couverture aérienne. Et c'est ce qu'ils voulaient. Alors maintenant, ils peuvent dire à Zelensky, vous n'entrerez pas dans l'OTAN, mais vous avez le United States Air Force pour vous protéger. Si la Russie envahit et que l'Europe peut encore acheter du gaz russe, que se passera-t-il? J'ai l'impression que le plan du président est d'avoir une sorte de détente et d'essayer d'éloigner la Russie de la Chine. Nous voilà arrivés à l'essentiel. Mettre fin à la guerre au Congo, au Pakistan, au Cambodge. Les États-Unis sont importants pour l'Ukraine sur le plan géopolitique, principalement pour arrêter les actions qui entravent le commerce mondial et créer un front uni contre la Chine. Rédacteur des sous-titres, nous avons déjà détaché l'Inde de la Chine, j'ai dit presque complètement le Vietnam, les Philippines, nous travaillons sur le Pakistan. La Corée du Sud et le Japon, et comme on dit, Taïwan est aussi avec nous. Nous travaillons à détacher 5 pays africains de la Chine. Leurs dirigeants sont tous venus tout récemment chez Trump. Il y a eu récemment ce qu'on appelle le site africain également dans le bureau de Trump. Nous avons laissé la Syrie, nous travaillons sur la Turquie. Pensez à l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Et quand nous aurons calmé cette guerre russo-ukrainienne, nous nous occuperons du divorce entre la Russie et la Chine. D'ailleurs, messieurs, je ne sais pas si Donald Trump veut écraser la Chine avec la Russie, ou s'il veut au contraire écraser la Russie avec la Chine. Les deux options sont possibles. Mais revenons à Donald Trump. Il est vraiment... Il aide vraiment, durant les 4 ans de l'administration Biden, ils ont eu ce qu'ils voulaient, quoi. La gauche a eu une figure de cire et l'occasion d'utiliser ce vieux Joe Biden de Scranton, je ne sais pas comment l'appeler. Un mirage pour faire passer cette politique de frontières ouvertes, la théorie critique du droit, la théorie critique de la race, la diversité, équité et inclusion sortir d'Afghanistan, vous savez, tout ça, et ça a été un échec colossal. Donald Trump arrive et rappelle aux gens, oui, nous avons beaucoup de dettes, oui, nous avons des déficits, oui, il y a des tensions, oui, il y a des rouges, des bleus, des noirs, des blancs, tout cela se passe. Mais comparé à l'alternative en Russie, Chine, Inde, Europe, nous sommes une nation puissante et la plus puissante. Nous avons la plus grande armée, nous avons la plus grande économie, nous avons les technologies les plus avancées, nous sommes les plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, nous produisons le plus d'énergie nucléaire. Pour une raison inconnue, tous veulent venir dans nos universités, dont 300 000 Chinois qui apprennent nos technologies avancées, puis les ramènent en Chine et les utilisent contre nous. Mais c'est déjà une autre histoire et personne n'utilise ce pouvoir. Ce gars arrive et dit « Tout est discutable. Nous n'avons pas besoin d'avoir 300 000 Chinois. Vous n'avez pas besoin de nous imposer une note de 50% comme à l'université. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'IAD. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'IIM et nous pouvons le faire. Nous faisons ce que nous voulons tant que c'est légal, constitutionnel et soutenu par le peuple américain. » Je suis ravi de la formulation. Nous sommes libres en tant que pays de faire ce que nous voulons. Si c'est légal, enfin, juridiquement, légalement, constitutionnellement, et que la majorité de la population le soutient. Qu'en est-il de la règle d'or du judaïsme ? Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, il utilise le pouvoir intérieur et extérieur que personne n'a tenté d'utiliser. Parce que tout le monde était en état de dépression et il pensait « Mon Dieu, nous sommes entrés en Afghanistan, nous avons juste laissé des gens accrochés aux roues d'un essai de nos avions, c'était tout simplement horrible. Oh mon Dieu, George Floyd, nous sommes un pays tellement raciste, nous devons faire venir la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies pour vérifier si nous sommes bons ou non. Oh mon Dieu, nous ne sommes pas exceptionnels. » Pourtant Barack Obama l'a affirmé. Comme la Grèce, le désespoir autodépréciatif, c'est comme la vision de Pete Buttigieg sur l'Amérique. Et il est venu et a dit « Ce n'est pas correct. Regardez simplement les faits et acceptez-le. Je vais organiser une contre-révolution. » Et l'Europe, elle a regardé là-bas et a pensé « Waouh, c'est incroyable. » Et vous savez, l'effet domino, Jack, ce n'est pas seulement que l'Europe de l'Est devient plus conservatrice. Même lorsqu'ils n'ont pas de gouvernement conservateur, ils mènent déjà une politique conservatrice en Roumanie, en Pologne, en Tchéquie, et ainsi de suite. Mais ils obtiennent un gouvernement conservateur aux Pays-Bas et en Italie, et même en Amérique latine, en Bolivie, en Argentine. Donc il a une influence qui dépasse les frontières des États-Unis. Et l'une des choses, je vais juste finir là-dessus, mais ce qui était très triste, c'est que lorsque j'ai regardé ces 7 chefs d'État en Europe, je me suis dit, attendez une minute, ensemble, vous représentez 500 millions de personnes, soit 150 millions de plus que nous. Votre produit intérieur brut, qui était autrefois égal au nôtre, est tombé à environ 2/3 du nôtre, mais il reste tout de même le 3e produit intérieur brut, le plus important au monde. Vous avez été un embryon, la Renaissance, les Lumières. Vous avez des gens très talentueux. Et pourtant, vous voilà tous les 7 à supplier ce président américain de se placer entre vous et Poutine. Et s'il se tient entre vous et Poutine, alors vous serez courageux. Et voilà toutes ces petites critiques. Non, vous savez, l'Amérique ceci, l'Amérique est corrompue, l'Amérique cela. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons que vous soyez entre nous et Poutine. Nous ne pouvons pas nous défendre. Nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Nous pouvons nous protéger nous-mêmes. C'est ce que je vous dis, et je vous ai aussi dit une chose, que Trump. L'effet Trump s'est étendu bien au-delà des États-Unis d'Amérique.
Il a montré l'exemple de la façon dont on peut résoudre les conflits sans guerre. Comment renoncer à la position de Talleyrand, qui a été formulée comme quoi la guerre n'est qu'une simple continuation de la politique? Non, la guerre est une continuation stupide de la politique. C'est selon Trump, pas selon des Machiavel ou des Talleyrand. Surtout à l'ère des bombes nucléaires et des gaz mortels. Trump ne change pas seulement la vie en Amérique, il change la vie et les fondements du monde, il change l'ordre mondial. Peut-être même que Trump lui-même, sans s'en rendre compte, ou peut-être qu'il comprend, Trump comprend. Chic est un génie, et nous essayons à chaque fois de décrypter ses actions selon nos propres critères connus. Moi-même, j'ai dit un jour, on ne peut pas imposer des droits de douane sur les marchandises parce que cela fera grimper les prix. Eh bien, la logique dit oui. Donc, si quelque chose coûtait 10, on a ajouté 5, ça coûte un 5, donc il faut vendre plus cher, tout à fait, mais le prix est resté le même. Il a aussi pris en compte une dizaine d'autres facteurs, peut-être par intuition, connaissance ou expérience, je ne sais pas. Il sait, il peut, il comprend, et moi non. Encore. Un autre gars, Alexandre Stubb de Finlande, était formidable. Et il a simplement dit quelque chose de tout à fait juste. Tout le monde bavardait et il a simplement dit « Je voudrais faire une déclaration ». Il était étudiant d'échange de Finlande aux États-Unis. Il a dit « Je pourrais simplement exprimer une idée. La Finlande a 800 miles de frontière avec la Russie et ils nous ont envahis en 1939. Le général Mannerheim les a repoussés et nous avons survécu. » Le sous-texte pour Zelensky et le message aux Européens était « Parlez autant que vous voulez. Quand une grande machine russe envahit votre pays à la frontière, vous vous battez comme l'Ukraine l'a fait, comme nous l'avons fait de novembre 1939 à mars 1940. Mais à un moment clé, quand vous êtes sur le point d'être submergé et écrasé, mais avant que cela n'arrive, vous avez infligé un demi-million ou 1 million de pertes. Peut-être, comme la Finlande, alors vous concluez un accord. Et nous avons cédé 10% de notre territoire à la Russie, et nous avons promis que nous ne soutiendrions aucun des pays, même lorsque les Allemands ont envahi l'Union soviétique et que les Finlandais détestaient les Soviétiques. Mannerheim a dit « Nous ne ferons pas un pas sur le territoire russe. Nous vous aiderons à bloquer Leningrad, mais nous le ferons depuis le côté finlandais. » Donc il disait à tout le monde, vous avez combattu héroïquement, vous avez maintenant une excellente armée, tout le monde peut vous soutenir, mais le sous-entendu était que vous deviez céder une partie de votre territoire pour sauver votre pays, compte tenu du monstre à votre frontière. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas simplement espérer être un pays pro-occidental, chauvin, hyper anti-russe, juste à la frontière avec la Russie, sans tenir compte de votre histoire, tout comme de la nôtre. Vous devez être très prudent. On appelle cela la finlandisation, mais c'est essentiellement ce qu'a fait l'Autriche, c'est ce qu'a fait la Finlande, et dans une moindre mesure, c'est ce qu'a fait la Suisse. Et ils ont tous survécu, c'est une question de survie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, messieurs les Ukrainiens, voulez-vous tous mourir héroïquement et perdre votre pays? Ou bien allez-vous saisir l'opportunité qui vous est donnée, nous voulions dire offerte, mais disons plutôt donnée par Trump, et rester une nation souveraine? Le choix vous appartient. Je vous conseille encore une fois de vous abonner à David Hanson, il commente quelque chose tous les jours. Bien sûr, le Sénat s'occupe de l'écomusique, de choses diverses, bref, pas du pays. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu la cerise sur le gâteau. C'est pourquoi le FBI a publié la transcription et l'enregistrement audio de l'interrogatoire de Maxwell concernant la liste des clients. Oh. Avez-vous une liste de noms en tête ou des noms qui vous viennent à l'esprit de personnes que vous connaissez? Ont-ils reçu un massage avec M. Epstein? Non, je n'ai pas de liste. Il n'y a pas de liste de personnes recevant des massages. Je n'en ai pas. J'arrive à peine à me souvenir de toutes les personnes. J'arrive à peine à me souvenir. Je ne peux pas me rappeler. J'ai du mal à me souvenir de ceux que j'ai rencontrés il y a longtemps. J'ai même oublié cela à propos de M. Kennedy, ou peut-être que je l'ai mentionné hier. Ça vient juste de me traverser l'esprit maintenant.
Donc je n'ai pas de liste, je n'ai jamais eu de liste, il n'y en a pas eu. Eh bien, bien sûr, je n'ai jamais vu, jamais entendu, jamais été témoin, il n'y a jamais eu de liste. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas s'il y avait une liste de clients. Mais elle a un tel trou de mémoire et elle ne se souvient d'aucune personne qui venait chez Epstein. Elle ne se souvient de rien ni de personne. Je la crois absolument. Et vous ? Et Nina Bergman. Sharfstein suppose qu'il avait un certain contrôle sur quelqu'un parce qu'il savait ce qu'ils avaient fait ou qu'il avait leurs photos. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il posait des questions. J'étais présente à 360 degrés avec les masseuses. Alors que la personne à qui cela pourrait arriver, c'est moi, et j'accuse supposément Roulette, mais je n'ai jamais entendu qu'il posait la moindre question. Skateboardeuse. N'importe quel détail sur un massage, comment... Eh bien, faut-il ? Et elle ne savait pas. Et personne ne lui avait jamais parlé des détails des massages que recevaient les gens, ceux dont elle ne pouvait pas se souvenir. Elle n'a tout simplement jamais rien su. C'est une personne honnête et intègre, et je vais pleurer maintenant. Je trouve ça très drôle. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas très drôle, mais c'est du passé depuis longtemps, maintenant on peut en rire. À la prochaine!